Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour parler du Mondial 2018. On le sait tous maintenant, le coup d'envoi, c'est le 14 juin en Russie. 5 pays africains sont en liste pour cette compétition: le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Quelles sont les chances des Africains dans ce tournoi? Nous en parlons avec Léopold Martial, sélectionneur national de Côte d'Ivoire à Sénégal 92, champion d'Afrique, ancien directeur national de la Côte d'Ivoire, instructeur FIFA CAF. Bonsoir, monsieur Yo. Bonsoir, c'est un plaisir aussi de vous voir, une sommité du monde du football. Alors, vous connaissez l'environnement du mondial. Vous avez été aux côtés de l'entraîneur, le sélectionneur national ivoirien, Feu Henri Michel. C'était en Allemagne. Alors, comment on prépare une telle compétition à quelques jours du lancement de la compétition, du coup d'envoi? Comment on se sent en tant que technicien? Il faut dire qu'en tant que technicien, d'abord, on fait tout pour avoir tous les joueurs en pleine forme, pour ne pas avoir des problèmes de joueurs défaillants pour la santé. Mais quand tous les joueurs sont en forme, en général, on est plus à l'aise maintenant pour faire toutes les combinaisons possibles en fonction des adversaires qu'on a eu à superviser. Et surtout dans ces supervisions, actuellement, on a toujours un analyste dans le groupe qui va visualiser les équipes adverses, qui vous dit comment elles jouent, quel système elles ont, quels sont leurs points faibles, quel est le référentiel de jeu, quelle est la partie qui leur permet d'avoir, quels sont surtout le circuit préférentiel de l'équipe, sinon les circuits préférentiels, en cas où le premier est bloqué, où est-ce qu'ils vont, de quel côté, et puis se mettre vraiment dans les conditions et chercher les joueurs, les éléments qu'on a au sein de son équipe pour pouvoir appréhender toutes les difficultés et profiter de toutes les failles que cette équipe adverse peut laisser pour vous permettre de gagner les matchs. Il vous arrive de revoir ce tournoi de 2006, la première Coupe du Monde des éléphants. Vous étiez dans l'environnement immédiat, vous étiez avec Henri Michel. Et vous arrive d'y penser et de voir les failles. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un peu de regret? Oui, c'est même pas un peu de regret, je crois qu'on peut dire qu'on a beaucoup de regrets. Parce que ça a été des phases finales où nous avons fait des échecs vraiment de justesse face à l'Argentine, face à la Hollande, et une victoire face à l'Argentine. Voilà. Et on pouvait, disons, même éviter le coup franc qui a amené le but face à la Hollande, face à l'Argentine également. On a de façon globale perdu les matchs dans les 20 premières minutes. Dans les 20 premières minutes. Après, ensuite, la remontée ça a toujours été ça. Et je me souviens, lorsque nous partions pour le dernier match, j'entre à la tribune officielle. Le président Jacques Alouma me croise, il me dit: coach, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit: mais on prendra toujours les mêmes 2 buts les 10 premières minutes. Et je pense qu'on pourra remonter quand même. Mais après, je souhaite et je pense que nous pourrons gagner quand même la Serbie. Et c'est ce qui est arrivé en 10 minutes, malheureusement, parce que nous avions les mêmes deux centraux. Et comme par hasard, chacun a fait son erreur et puis on a pris les... Alors dites-moi, pourquoi le mondial ne réussit pas aux équipes africaines? Justement, c'est ce problème de manque de concentration dont on parlait tout à l'heure, hors micro. Les équipes africaines sont très, très fébriles au niveau de la concentration dans le jeu, soit au début du match, soit à la fin du match. Je prends le cas qu'on a cité par exemple au mondial face à la Côte d'Ivoire. La défense ne s'est ressaisie
qu'après les 15 premières minutes, si la défense entrait bien concentrée dès les premières minutes, on aurait évité. Là, on peut parler de pression, voilà. de démarrage. De pression. Et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'étais derrière les buts de Tizier Jean-Jacques contre l'Argentine, et contre la Hollande. J'étais derrière ces buts, mais je le sentais personnellement fébrile, parce que lui aussi voyait la fébrilité de ses défenseurs centraux. C'est quoi, les grands noms des adversaires. Oui, quand on a, et vous voyez par exemple, on se retrouve devant Van Nistelrooy. C'est même pas. Vous voyez par exemple un garçon comme Eboué, qui avait affaire à Messi, qui s'est mis de son côté, rien que pour créer un peu la difficulté. Eboué qu'on a connu, garçon qui monte, qui amène, qui apporte à l'attaque, se sentait en difficulté, parce que tant que Messi est en pointe, il faut qu'il reste. Donc ça gâche un peu le dispositif. Alors vous avez l'impression aujourd'hui que les footballeurs africains, les équipes africaines ont gagné en maturité? Oui, ben on peut dire qu'ils ont gagné en maturité, mais on a toujours cru ça avant qu'ils n'arrivent au mondial. Et chaque fois qu'ils arrivent au mondial, c'est ce qu'on ne comprend pas. Voilà. La plupart des équipes sont constituées. Je vous donne des exemples. Nous voyons par exemple, c'était, je crois même aux Jeux Olympiques, avec, même pas aux Jeux Olympiques, au mondial à Los Angeles, il y avait le Nigeria était en quart de finale. Il joue contre l'Allemagne. Et vous voyez, à 10 minutes de la fin, le Nigeria mène au score. Et à 10 minutes de la fin, Amokachi, qui pense que tout est gagné déjà, et commence à faire des slaloms, des simagrées, on lui arrache le ballon, égalisation. Ils vont en prolongation, tir au but, on perd contre l'Allemagne, alors qu'on aurait pu gagner, rien que par une concentration, on aurait pu gagner ce match tranquillement. 2, nous avons le Ghana, qui également, en quart de finale, arrive jusqu'au tir au but. Ils arrivent au tir au but, mais voyez la façon désinvolte avec laquelle le dernier tireur ghanéen se place à peine à 2 pieds. Il a un ballon, un tir au but à la Joseph-Antoine Pelle. Voilà, et il rate son penalty. Et ce qui est grave à voir là-dessus, c'est que ça ne faisait pas la première fois qu'il faisait rater le Ghana. Vous parlez du Ghana, mais Luis Suarez, en ce moment-là, on va appeler sa main la main de Satan, qui empêche le Ghana d'accéder pour la première fois en demi-finale. Tout ça fait partie. Il y a eu la main de Diego. Ça, c'était la main de Dieu. Voilà, la main de Suarez. Et puis l'Afrique, c'est une main de Satan. La main de Suarez, ça méritait un carton. Je crois que par la suite, je me rappelle au congrès de Berlin, nous, les techniciens, nous avons demandé si l'International Board, dans sa réunion, ne pouvait pas diminuer la sanction parce que c'était trop plein pour nous, les techniciens. Vous avez un joueur qui fait une faute avant la surface de réparation sur un joueur, sinon dans la surface, un joueur qui est dans la surface, un joueur qui fait une faute, c'est le dernier attaquant. Vous prenez le carton rouge, vous prenez le penalty et vous prenez en plus la suspension de 2 matchs. Ça fait 3 fautes, alors qu'on puisse voir. Ça a été réduit aujourd'hui. Oui, ça a été réduit aujourd'hui parce que, bon, tout de suite, l'International Board n'a pas répondu positivement à notre requête, mais par la suite, nous avons vu que l'International Board, en y réfléchissant, a trouvé que les techniciens avaient raison. Voilà un peu. Alors vous avez l'impression aujourd'hui que
les choses ont évolué, que les joueurs sont beaucoup plus matures, beaucoup plus concentrés, que vous avez confiance, par exemple, que les pays africains passent enfin ce cap des quarts de finale, parce qu'on a connu le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, c'est toujours avec amertume qu'on sort de cette étape. Oui. Non, mais ce que je peux dire, c'est vrai que nos joueurs sont concentrés, mais je me dis parfois l'Afrique reste l'Afrique. Faudrait pas que c'est un individu c'est une histoire de groupe et tout le monde ne peut pas être. Ça passe toujours par un individu parmi eux. Et est-ce possible que tous ils soient concentrés? C'est notre souhait. Et je pense que chacun y pensera et les techniciens continueront à leur demander la concentration jusqu'au bout. Et puis, vous savez, la fatigue aidant, à un certain moment, on a envie de baisser les bras un peu pour respirer parce qu'on mène au score. Mais c'est là aussi que peut venir le danger et vous permettre de lâcher. Nous ne souhaitons pas ça aux équipes africaines cette fois-ci. En 2014, il y avait la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et l'Algérie qui représentaient donc l'Afrique au mondial. Oui. Ça a totalement chamboulé. Il n'y a que le Nigeria qui a su garder sa place. Vous avez quelle impression? Nivellement du football, faiblesse de certaines équipes. Comment on peut l'expliquer, ce changement du tout pratiquement? On a envie de dire du tout à tout. Bon, ce qu'on peut dire, moi, c'est sincèrement, quand on voit l'élimination de notre pays par le Maroc sur notre terrain, ça continue de vous brûler les viscères. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal parce que... On le digère difficilement. On digère difficilement dans la mesure où on aurait pu, depuis le match contre le Gabon, le match retour contre le Gabon, on aurait pu assurer notre place parce que il y a eu quoi? Moi, je dis souvent quand je passe donner mes cours FIFA ou CAF, j'aime dire à tout le monde, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, les compétitions internationales se gagnent avec des petits détails. Et le petit détail qui est pour moi gros comme je ne sais quoi, par rapport à la Côte d'Ivoire, le match contre le Gabon, l'aller, nous gagnons au Gabon. 3 jours après, nous avons le retour. Malheureusement, nous lançons au retour nos joueurs dans un quartier libre. Bon, vous pouvez imaginer... Vous ne l'avez pas fait vous en tant que sélectionneur. Voilà. Moi, je ne l'aurais jamais fait. Je ne l'aurais jamais fait. Et de toute façon, les gens, tout le monde me connaît à ce niveau-là. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est encore en pleine compétition. Ça aussi, ça dénote d'un manque de concentration. C'est-à-dire que les joueurs sont concentrés, ils gagnent au Gabon. Manque de problème de gestion, vous dites concentration. Oui, c'est la concentration. C'est-à-dire que c'est comme si on a déconcentré les joueurs par rapport à un objectif qui était la Coupe du Monde, qu'il fallait gagner avant qu'on arrive au dernier match. Si on avait cette victoire, aujourd'hui, on parlerait aussi de nous dans le lot. Je vois aujourd'hui 2 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on serait le 3e pays de l'Afrique de l'Ouest. Sénégal, 3 pays de l'Afrique du Nord. On aurait été 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça allait équilibrer. C'est un peu la logique parce que les pays de l'Afrique du Nord ont toujours été à ce niveau. Mais quand on voit le résultat avec le Maroc, vraiment, ça fait mal. Quand on voit aussi le nombre de buts que nous avons ratés face au Maroc ici, et puis vraiment perdre sur son terrain, ça fait beaucoup mal. Et ça vous brûle encore. Je le sens, ça vous brûle. Alors, Sénégal, Nigeria, ce sont les 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et Tunisie, Maroc, Égypte, les pays de l'Afrique du Nord qui vont donc représenter l'Afrique à ce mondial. On va parler des chances de ces 5 équipes, notamment en commençant par la borne la plus proche de nous, Sénégal, Nigeria. Quelles sont les chances des pays comme le Sénégal et le Nigeria dans ce mondial? Ben pour moi, le Sénégal a encore toutes ses chances de pouvoir aller loin, compte tenu de l'ossature de cette équipe du Sénégal par rapport aux différentes qualités des éléments du Sénégal
et des clubs dans lesquels évoluent les joueurs de la formation du Sénégal. Ils jouent pratiquement tous dans les clubs UP en Europe. Et je pense qu'avec la stabilité, Sadio Mané qu'on constate à la tête du Sénégal est un atout. On voit que depuis 3 ans... Oui, depuis 3 ans, les mêmes... Et ne comptez pas depuis 3 ans, parce que cet ensemble de joueurs, je les revois encore, ce groupe, à l'époque au Nigeria, lors d'un tournoi junior, où il y avait au moins 50 à 60% de ces joueurs-là. Ça veut dire qu'ils jouent ensemble depuis... Alors, le fait d'avoir, par exemple, un national, Aliou Cissé, qui lui-même a été mondialiste voilà. En 2002, qui connaît aussi cet environnement, là, qui a le discours. Est-ce que c'est un atout également? Oui, c'est un grand atout. Il pourra se servir des erreurs qu'eux, ils ont commises dans les différents matchs qu'ils ont eus, parce qu'ils ont fait un exploit à l'époque au Japon en battant la grande France qui, comme on dit, Bouba Diop. Ouais, Bouba Diop qui l'eût cru, mais c'est arrivé. Là, la France avec toute sa force de frappe, la avec France tous les éléments. a été surprise. Ils ont été surpris. Voilà. Donc, alors, on parle de Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est vraiment la star de l'équipe. Finaliste de la Ligue des Champions. Tout le monde l'attend. C'est vraiment la flèche autour de laquelle tout va se construire au niveau du Sénégal. Oui, je pense que c'est vrai, il faut parler de Sadio Mané, mais il faudra que le coach puisse trouver quelqu'un qui puisse utiliser Sadio Mané comme il est utilisé dans son club à Liverpool. À Liverpool. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a les coéquipiers qui donnent les ballons où il faut, quand il faut, pour permettre aux joueurs de briller. S'il n'y a pas cet élément, il faut passer le temps à pouvoir chercher parce que débat au Sénégal, parce que nous avons vu des matchs du Sénégal où on n'a pas trop vu Sadio Mané briller parce qu'il n'avait pas les balles dans des meilleures conditions. Justement, l'opinion sénégalaise, notamment la presse sénégalaise, trouve que l'équipe n'a pas trop évolué dans son jeu et que le jeu est statique. Ils brocardent un peu Aliou Cissé, c'est de bonne guerre. Mais vous avez l'impression qu'Aliou Cissé pourra être justement cet entraîneur national capable de faire... prendre un virage important à cette équipe du Sénégal. Oui, je pense qu'il a du caractère et il faut que lui-même ait du caractère. Il faut que chacun de nous, les nationaux, nous continuons moralement à le soutenir et à lui dire courage, il faut s'accrocher. J'en sais quelque chose à l'époque, en Maroc 88. J'étais le seul coach africain des 8 qui était qualifié pour la CAN à l'époque. Je sais comment j'étais acculé. Et puis bon, ensuite, à Dakar, en fin de compte, quand on est arrivé au carré d'as, c'est-à-dire en demi-finale, j'étais le seul Africain des 4 entraîneurs qui arrivaient en demi-finale. Il faut être moralement... Et je dis en passant pour cette partie-là, un grand merci à l'amicale des entraîneurs sénégalais, des éducateurs sénégalais, qui m'ont envoyé une lettre d'encouragement et de soutien pour la finale face au Ghana. Parce que pour eux, c'est un Africain qui jouait contre un Allemand. C'est un peu... Le patriotisme, j'allais dire le panafricanisme, sur la passion, en sachant que le Sénégal n'était pas en finale. Alors l'équipe du Sénégal arrive en Russie le 12 juin. La veille, le 11 juin, cette équipe-là va jouer son dernier match amical contre la Corée du Sud en Autriche. Et puis le Sénégal est dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Et le premier match du Sénégal est prévu pour le 19 juin à Moscou, Spartak, et ce match ce sera contre la Pologne. Alors on va dire, on l'a constaté, vous parlez de concentration des joueurs africains, les premiers matchs sont toujours importants.
Oui, les premiers matchs sont importants, il ne faut pas se jeter n'importe comment. Et puis, il faut avoir un objectif. Moi, j'ai toujours cet objectif. Je me dis, ne pas encaisser, mais quand même marquer. Vous êtes d'une culture de cadenas. Non, c'est-à-dire qu'il faut s'arranger pour être... Souvent, quand les gens vous disent, vous êtes... défensif, défensif, vous etc. êtes le père des bus garés devant la surface de réparation. J'ai jamais eu plus de 4 défenseurs. C'est quand on est défensif, on joue avec 5 défenseurs. Mais moi, j'ai joué parfois avec 3 défenseurs, parfois avec 4 défenseurs, mais pas plus. Mais seulement, c'est l'esprit de défendre en groupe et d'attaquer en groupe. Et c'est un peu tout cela qui fait un groupe homogène. Et je pense que le Sénégal a la capacité de fournir ce jeu-là. Sénégal, ensuite, il y a le Nigeria. Le Nigeria avait quelque peu flanché, on l'a vu en 2013, il est revenu en 2014. Le Nigeria, aujourd'hui, est un potentiel candidat, par exemple, pour le second tour au niveau africain. Oui, c'est un potentiel candidat, à condition que, bon, vous savez, le Nigeria, il y a un peu de laxisme dans certains éléments dans le jeu. Et je pense qu'ils vont trouver le point nécessaire pour pouvoir mieux se concentrer et nous apporter mieux. Alors il y a donc ces 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, bien entendu, mais il y a les 3 pays maghrébins. Et, on pourrait mettre une pièce sur une de ces équipes entre le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Ben, je pense, j'ai toujours, moi personnellement, eu des difficultés face à l'Égypte. Parce que c'est une équipe qui joue à la fois comme les équipes européennes et il y a le jeu africain dans leur sein. Donc ça fait qu'ils peuvent... Ils ont un gros problème avec Mohamed Salah, qui est la star de l'équipe, qui est fait aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est un gros problème pour eux. Ouais, c'est un énorme problème, mais je pense que... Bon. Alors, on parle du Maroc qui est très proche de nous parce qu'on a quand même un champion d'Afrique ivoirien à la tête de cette équipe, Hervé Renard. Est-ce que cette équipe-là a les moyens Je peux dire que les moyens, surtout de l'équipe marocaine, sont le staff de l'équipe du Maroc, qui est composé de Baumel et d'Hervé Renard. C'est un duo, pour moi, qui est l'un des plus grands duos du groupe africain. Ils s'entendent à merveille. Le Maroc, on le dit, ils sont sur 2 tableaux. Ils sont candidats pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2026 face aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et on a constaté que certains pays africains ont décidé de mettre leur ticket sur les États-Unis suite à la menace d'actions, de sanctions économiques des États-Unis. Il s'agit ainsi du Libéria et du Zimbabwe qui ont officiellement annoncé leur volonté de miser sur les États-Unis. Le Maroc aura la pression à la fois de vouloir être organisateur de la Coupe du Monde en 2026, c'est une grosse pression, et peut-être faire très bonne figure déjà. Oui, bon, moi, à leur place, je demanderais aux joueurs de plus se concentrer sur la compétition, parce que c'est quoi? J'ai toujours eu l'habitude de dire à chaque jour suffit sa peine. Le problème marocain aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir un mondial sur le terrain. S'ils le réussissent, ça va donner encore un plus à leur position de candidat à l'organisation du mondial, je pense. Alors, juste un mot sur la Tunisie. On ne l'attend peut-être pas. On l'a vu à la CAN 2017. La Tunisie est capable de créer le choc. Oui, la Tunisie est capable de créer le choc, mais j'ai connu la Tunisie pour toujours une équipe qui manque de concentration. Et ça, c'est répétitif, c'est répété très souvent. La Tunisie, les 10 premières minutes, contrairement aux équipes maghrébines qui ont l'euphorie, la Tunisie, dans les 10 premières minutes, souvent prend le but. Même il nous est arrivé à nous
Je me rappelle au temps de Lama Bamba, quand il partait, j'ai dit petit frère, tu risques de marquer au début, mais reste concentré, sinon tu prends. Et évite de sauter de joie et replace tes joueurs. On est arrivé en Tunisie, dès les premières minutes, on marque le but. Je vois Lama en train de sauter, il tourne, au moment de s'asseoir, les gens ont égalisé. Ça, oui, c'était ça aussi. Voilà. Allez, je voudrais juste vous dire merci, ça va très vite, hein. On a tellement de passion à parler de ce mondial. On se retrouvera, si vous ne partez pas en Russie, on se retrouvera pour parler et faire vivre le mondial à nos internautes, à nos téléspectateurs et à tous ceux qui prennent plaisir à nous suivre sur DNews TV et Canal Afrique TV, en tout cas, Source Africa TV, pardon. C'est un plaisir renouvelé. Bonsoir.